La recherche de dernière décennie a changé, a apporté un facteur important pour le succès des étudiants. Surtout la qualité des enseignants est le plus important. Qui est-ce qui ne se rappelle pas les grands enseignants qui nous ont inspirés? Donc, si nous sommes d'accord que la qualité d'un pays, du système éducatif dépend de la qualité de ses enseignants. Le sujet, donc, c'est comment nous formons et développer nos enseignants pour pouvoir poursuivre la qualité de l'éducation. Je voudrais commencer cela à discuter avec l'honorable le ministre adjoint de l'éducation et de compétences au Botswana. Il est clairement important d'assurer que les enseignants ont un niveau minimum de qualification et aussi un organe qui surveille pour assurer les normes, les standards d'enseignement. Quel plan est-ce que vous avez pour les années à venir pour le contrôle, pour assurer que les enseignants ont ces standards minimums? Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord de remercier le gouvernement ougandais pour avoir lancé ce sommet magnifique. Je remercie aussi à l'honorable ministre de l'Éducation pour l'accueil chaleureux qu'elle nous a accordé. Nous vous remercions vraiment sincèrement concernant l'invitation que vous avez envoyée. Vous avez dit que nous pouvions rester ici jusqu'à Noël, c'est ce que vous aviez dit. Nous allons y réfléchir, madame. Quant à la question, madame la présidente, eh bien, à l'heure actuelle, au Botswana, la qualification minimale pour l'enseignant instituteur primaire, c'est au niveau des diplômes, alors que pour l'enseignement secondaire, c'est une licence. Donc il y a toujours, toutefois, des enseignants à l'école primaire qui travaillent avec un certificat, et soit à l'école secondaire avec une qualification de diplôme. À l'heure actuelle, mon gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation et du Développement des compétences, est impliqué dans un programme avec l'UE de mettre à jour tous les enseignements de l'école primaire, c'est-à-dire ceux qui ont des certificats pour avoir un niveau de diplôme. Un nombre important ont déjà été formés, même si cela est parfois frustré par des défis. Parce que ceux qui ont excédé l'âge de 45 ans hésitent d'aller avoir plus de formation. Voilà l'obstacle le plus important. Et en fait, nous, en tant que gouvernement et le public dans son ensemble, nous constatons qu'il n'y a pas de valeur pour l'argent. Au Botswana, nous avons un plan stratégique qu'on connaît comme était SSP, l'établissement du conseil est une des exigences qui ont été assignées à ce plan stratégique. Et nous avons le mécanisme en place pour avoir une loi de parlement qui va établir le conseil d'enseignement du Botswana. Et c'est ce conseil qui va s'occuper de l'accréditation des enseignants, etc. Je vous remercie. Le Botswana a 20% de son budget national d'éducation, c'est un des plus élevés en Afrique. Est-ce que vous diriez que l'impact de cet investissement est conforme? Est-ce qu'on doit faire plus pour fournir pour pouvoir avoir plus de professionnels pour obtenir les résultats que vous voulez? Cela est vrai, Madame la Présidente.
nous, environ 20% du PIB national est consacré, plus du budget national est dépensé sur l'éducation. Essentiellement, le résultat pourrait ne pas vraiment refléter le niveau d'investissement à cause d'un nombre de facteurs. À savoir, au début, le gouvernement avait pris intérêt en fournissant l'accès à l'éducation pour tous et un nombre important de budget ministériel du ministère de l'Éducation était dépensé à s'adresser à la question d'accès. Le Botswana a un défi des zones rurales reculées qui ne sont pas faciles à atteindre. Beaucoup de budgets ministériels ont été dépensés sur les efforts et initiatives pour assurer que tout le monde ait accès partout dans le pays. En vérité, pas beaucoup de budget est allé dans la salle de classe. Un bon nombre de budgets, une quantité importante de budget est allé au financement des subventions à l'université et puis des bourses, etc. au niveau de l'enseignement supérieur. La plupart de l'argent, une bonne quantité de l'argent est allée là. Toutefois, le Conseil est concerné à rationaliser des ressources, en examinant l'efficacité et les inefficacités afin de redistribuer le budget. Et cela a été fait à travers le benchmarking avec en cherchant des bonnes pratiques. Et à cause du nouveau modèle de financement, le budget est fait avec la perspective de valeur pour l'argent. Merci beaucoup. Le gouvernement Kenya met en œuvre un programme important pour intégrer la technologie numérique dans l'école primaire. Je voudrais demander à l'honorable Est, la ministre de l'Éducation, TIC, dans le côté Kiambu, de nous parler de développement, de formation que vous mettez en place pour assurer que les communautés sont prêtes à accueillir l'apprentissage numérique dans les écoles. Merci beaucoup, modératrice. Comme mes collègues, je voudrais saisir cette occasion pour remercier African Brain pour l'organisation. C'est la deuxième fois que j'assiste à cette réunion et j'aime bien la façon dont nous avons partagé le connaissance. Et remercier le gouvernement ougandais avec le ministre de l'Éducation. Nous avons vraiment eu un très bon temps ici hier. Nous avons eu un dîner fantastique et puis le divertissement. On vous a dit que ça c'est l'innovation en Ouganda. Et vraiment, nous y croyons. C'est vraiment de l'innovation. Maintenant, pour la question concernant les programmes d'alphabétisation numérique au Kenya, il est vrai que nous avons vu que dans la semaine dernière, notre président a reçu le prix pour le pays qui avance beaucoup dans les TIC. Et donc, nos écoliers de l'école primaire aussi ne sont pas oubliés. Le fondement est très important pour assurer que ce programme réussit, parce que nous voulons qu'il réussisse. Le gouvernement a impliqué 3 ministères pour assurer que nous avancions bien. Le ministre de l'Énergie, le ministre du TIC et de l'Éducation. Chaque ministère joue son propre rôle pour assurer que nous réussissons dans ce programme. Le ministère de l'Énergie, puisque nous parlons d'énergie de qualité, et dans les objectifs durables de développement, il faut tenir compte de l'équité. Et donc, il faut assurer que les écoles dans les zones rurales ont de l'électricité. Et c'est le travail du ministère de l'Énergie qui vraiment avance rapidement. Nous parlons, la plupart de nos écoles rurales sont connectées à l'électricité. Il y a aussi le ministère des TIC qui avance très rapidement aussi pour assurer que les écoles sont connectées, sont en train d'établir des fibres optiques. Nous sommes à la deuxième phase et nous sommes optimistes. D'ici la fin de l'année, ils ont recouvert presque tout le pays. Et puis maintenant, au ministère de l'Éducation, il est impliqué dans la formation des enseignants pour assurer que la qualité, comme vous avez dit, pour la qualité de l'éducation, il faut avoir des enseignants de qualité. Et cette qualité doit être encore meilleure.
Donc nous avons commencé la formation des enseignants. Le Kenya a un système d'évolution du gouvernement. Par exemple, moi je suis ministre dans un gouvernement de comté, donc c'est plus facile à gérer de l'éducation parce que nous avons les petites unités de gouvernement. Donc au sein de ces gouvernements de comté, ils ont organisé la formation au sein d'entre eux. Par exemple, ce que nous avons fait, nous, hier nous avons entendu un de nos présentateurs du Kenya parler des 22 000 écoles primaires qui sont des écoles publiques. Et nous assurons que là, les enseignants sont formés pour que quand vous apportez le projet de laptop, il n'y aura pas de problème pour assurer que les apprenants ont de l'éducation, de la qualité à travers l'intégration des TIC. Donc, nous avons pris 3 enseignants de chacun de ces 22 000 écoles d'un pays. Ils ont subi une formation rigoureuse et à travers cette formation, où il y a eu des formations des formateurs qui sont formés au sein du gouvernement national, ils ont été maintenant déployés dans les comtés, ce sont eux qui forment nos enseignants et évidemment nous attendons que ces enseignants aussi deviennent des formateurs au sein de leurs écoles. Et je voudrais dire aussi que le Kenya, nous avons beaucoup d'écoles primaires, parce que là nous parlons que des écoles publiques, il y a aussi le secteur privé qui ne peut pas laisser de côté. Donc ce qu'ils ont fait dans les différents comtés, c'est qu'ils sont allés voir le directeur de l'éducation pour assurer que les écoles privées sont incluses dans le programme. Étant donné que le programme a seulement financé les écoles publiques, le secteur privé, ils peuvent se financer. Ils ont envoyé leurs enseignants pour être inclus dans ce programme de formation parce que ils sont des fournisseurs de plus importants des écoles primaires dans certains de nos gouvernements. C'est une des choses que nous avons fait et que nous sommes sûrs que cela va équiper nos enseignants avec les compétences et savoirs nécessaires, si bien que quand nous allons mettre en œuvre le programme, il n'y aura pas de problème. Mais comme on dit toujours, ce n'est pas facile de réussir la première fois, donc nous cherchons toujours des partenaires pour travailler sur cette formation. Comme vous avez dit, il s'agit que ce soit 3 enseignants dans une école et lorsque le programme va croître, chaque enseignant devra être formé. Donc nous espérons avoir des partenariats pour assurer que la formation va réussir et va être durable. En 2014, le Kenya a embauché beaucoup d'enseignants primaires. Mais d'après l'ONU, vous avez besoin de plus d'enseignants pour réduire de 35 pour réduire le nombre d'élèves par enseignant. Qu'est-ce que vous allez faire pour cela? Je suis content que vous avez reconnu le fait que le Kenya se débrouille bien en termes de ration de 35 à 1, 35 élèves pour un enseignant, c'est raisonnable. Nous aimerions réduire cela parce que, comme nous avons dit, quand nous parlons d'un enseignement basé sur l'apprenant, il faut une ration plus réduite. Donc nous avons une base de données, notre commission pour le service d'enseignement, c'est un organe qui est impliqué dans l'embauche des enseignants. Ils ont une base de données. Chaque comté, nous avons le gouvernement de comté, 47 d'entre eux, ils ont des bases de données, ils savent quelle école manque des enseignants, quelle école ont trop d'enseignants, et ils travaillent là-dessus pour que même au moment où nous parlons de cela, de 35 à 1, pas chaque école a cela, c'est la moyenne. Donc ce que nous avons fait, il y a un système qui a été mis en place, comme la commission des enseignants, de déployer les enseignants, par exemple ceux qui sont en retraite, et puis ceux qui quittent. Donc par exemple, l'année dernière, il y avait donc le poste vacant de 5 000 enseignants. Ils ne sont pas mis partout, donc nous cherchons des zones marginalisées où la plupart des enseignants ne veulent pas aller, et c'est là où nous envoyons certains de ces enseignants pour assurer que nous réduisons les effectifs. Vous parlez aussi de ces enseignants. Nous savons que le niveau de la participation est très élevé. Les enseignants sont impliqués, vont même dans les écoles normales privées. Donc ce que le secteur privé a fait, c'est que la plupart des enseignants sont absorbés par les écoles privées, mais nous savons que les enseignants kenyans sont parmi les mieux payés en Afrique. Nous sommes les 3e, je crois, sur le continent. Donc vous trouvez que le secteur privé
qui ne sont pas internationaux ne peuvent pas être en concurrence avec le gouvernement. Donc chaque enseignant veut être employé par le gouvernement. Donc quand il y a un poste vacant, il y a beaucoup d'enseignants qui font en foule demande. Cette année, on nous a donné que 5 postes vacants et il y avait plus de 3000 demandeurs d'emploi et il n'y avait que 20 places de libres. Donc la concurrence est très élevée parce que chacun veut être employé par le gouvernement. Mais nous sommes contents que la plupart de nos pays en Afrique ont absorbé la plupart de nos enseignants, comme le Botswana, le Zimbabwe, même le Zambie et le Malawi. Nous avons beaucoup de nos enseignants qualifiés du Kenya qui vont là-bas. Le problème le plus grand, c'est les enseignants. C'est là où nous avons l'enseignement avant le primaire. Là, il n'y a pas des enseignants qui sont employés par le gouvernement. Mais le gouvernement de Comté, maintenant, ce qu'il fait, nous essayons d'absorber les enseignants. Et c'est encore un domaine où ces enseignants, il y en a qui ont des licences, des diplômes, même des maîtrises, mais ne sont pas employés par le gouvernement. Donc, c'est-à-dire au niveau de la maternelle. Même là, nous voulons que les enfants là aient des enseignants qualifiés. Dans mon comté, quand nous avons fait des demandes, il y avait 5000 enseignants de la maternelle qui ont fait la demande et nous n'en avons plus que 1000. Donc nous travaillons dans ce domaine et nous savons que nous allons absorber plus. C'est seulement que les bases actuelles au ministère de l'Éducation est très élevée parce que nous sommes parmi les meilleurs payeurs sur le continent. Et c'est pourquoi donc on ne va pas nous déserter rapidement. Merci beaucoup. Vous êtes le commissaire ougandais chargé de l'instruction et l'enseignement des adolescents. Vous avez pu améliorer le standard de l'éducation en Ouganda. Est-ce que vous pouvez expliquer les plans que vous avez mis en place pour avoir les évaluations régulières? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mes collègues ont déjà remercié le gouvernement ougandais. Je suis bénéficiaire de ces mots de remerciement, donc je ne peux pas remercier le gouvernement. Mais permettez-moi de vous accueillir tous à l'Ouganda. Et je vous remercie de ces échanges très riches. Au nom de mes collègues, les délégués de ce pays, nous avons tiré beaucoup de profit de vos échanges. Permettez-moi de remercier Africa Brains. Et j'aimerais apprécier le fait que cette session était vers la fin, c'est-à-dire débattre la question de l'enseignant. C'est un sujet qui est dont je suis très passionné. Et je suis très contente parce qu'on a parlé de cela à la fin. C'est-à-dire, on peut tout faire, on peut tout dire, mais si on ne considère pas l'enseignante, on est voué à l'échec. La question de l'évaluation pour tous les fonctionnaires, c'est au niveau national. Nous avons un système d'évaluation nationale qui est géré par la loi sur la fonction publique. Au ministère de l'Éducation et des Sports, nous soutenons ce processus de l'évaluation des enseignants, même le personnel au niveau du ministère de l'Enseignement. Au début de la période de l'évaluation, tous les fonctionnaires rédigent les projets de performance et l'évaluation se fait en fonction de ces projets. Et cela comprend les enseignants. Voilà donc notre système. Pour nous,
en ce qui concerne l'enseignement, la formation des professeurs, on fait ces évaluations trimestrielles ou biannuelles. Mais en ce qui concerne la formation des enseignants, cela ne suffit pas. L'enseignement est un processus et ce processus est enchaîné d'un lieu à un autre. Si un enseignant enseigne pendant 3 mois, pendant 6 mois, sans faire une évaluation, vous risquez de ne pas rectifier quelques fautes. Nous traitons un segment de la population très délicat. Et si on ne rectifie pas les problèmes de manière précoce, nous risquons d'avoir les problèmes pour la future génération. Voilà pourquoi l'évaluation, nous considérons que l'évaluation doit se faire même de manière quotidienne, plus régulière. Voilà pourquoi on fait les plans des leçons en classe pour chaque leçon. La formation des enseignantes ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi une formation dans le leadership. La plupart des directeurs des écoles ne savent pas ce qui se passe dans les salles de classe. Mais nous disons qu'il faut faire le contraire. Il faut que les directeurs des écoles soient également les modèles. Nous avons un programme où on donne un certificat aux enseignants. Les éducateurs, les formateurs des enseignants suivent cette formation dans le but de faire en sorte que les enseignants soient bien dotés de compétences. Au niveau du gouvernement, nous voulons institutionnaliser ce système d'évaluation. Les enseignants doivent s'évaluer. Il faut qu'il y ait une évaluation par les pairs. Nous enseignons, nous formons ces enseignants pour qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris et être capables de réfléchir là-dessus. L'évaluation doit faire partie intégrale du processus de formation des enseignants. Je vous remercie. L'Ouganda a un programme majeur. Les enseignants de sciences et les mathématiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme et les perspectives d'avenir de ce programme? Les enseignants des mathématiques et des sciences est un programme excellent. Et ce programme a été créé en raison de la nécessité d'améliorer l'enseignement de ces matières. Il y avait une mauvaise performance au niveau des sciences et des mathématiques. Il y avait très peu d'élèves qui s'intéressaient aux sciences, aux mathématiques. Et en même temps, nous parlions d'améliorer, d'augmenter le niveau des sciences et de technologie, alors qu'il y avait très peu d'Ougandais qui s'inscrivaient pour les sciences et les mathématiques. Et donc, le gouvernement a mis en place une politique pour faire que les sciences et les mathématiques seraient obligatoires comme matière au niveau secondaire. Mais le défi qui s'annonçait, c'était le manque d'équipement, etc. Mais nous avons déployé les efforts pour mettre en place les équipements et les infrastructures. Après avoir mis en place les infrastructures et les équipements, il y avait un autre défi, c'est-à-dire former les enseignants pour se servir des équipements et des outils. Voilà comment est né le programme CESAMAT. CESAMAT
comprend un centre national. Un centre national avec le concours de JICA. Et ce centre est chargé de la formation des enseignants. Nous avons 28 centres affiliés au centre national. Et ces 28 centres sont affiliés à d'autres régions, à toutes les régions du pays et influencent l'enseignement des sciences à toutes les écoles ougandaises. Ces enseignants assistent à ces cours de formation pendant les vacances scolaires. Après la formation, ils reviennent dans leurs écoles pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Et il y a aussi un travail de suivi de ces enseignants. Et nous avons fait des progrès dans ce sens. L'enseignement, on insiste que l'enseignement soit pratique. Les aspects pratiques sont pris en compte. L'autre pilier de ce programme, c'était évidemment celui de l'intérêt. On a beaucoup sensibilisé les étudiants et pour suivre ce programme. L'autre défi dont j'ai parlé, c'est la disponibilité des équipements et des infrastructures et nous avons fait beaucoup de progrès. À ce moment, les étudiants montrent beaucoup d'intérêt à apprendre les sciences. La manière d'enseigner les sciences se fait de manière beaucoup plus pratique et cela a encouragé beaucoup plus d'étudiants de faire les sciences. Et puis, le directeur général de l'éducation et le surtout, on a fait enregistrer des programmes en ce qui concerne l'accès aux services d'éducation. Comment est-ce que le surtout va mettre en place les changements pour améliorer les normes de l'enseignement et la formation des enseignants? Permettez-moi de remercier également le gouvernement ougandais et permettez-moi de présenter les excuses de mon ministre de l'Éducation et la Formation qui n'a pas pu venir à cette conférence. Tout d'abord, au Lesotho, nous avons commencé le programme de développement des infrastructures, la construction des installations, des salles de classe. Il y avait un projet introduit par le ministère dans le cadre du plan stratégique de 2005 jusqu'à 2015, c'est-à-dire améliorer le rapport enseignant-élève. Il y avait un rapport de 1 à 51. Maintenant, cela a réduit. Nous avons un rapport un prof à 40 élèves. Et les normes devraient être 1 à 43. On trouve des situations où il y a aussi un enseignant qui enseigne 40 ou 80 élèves. Et puis, nous avons un programme, un document de 2010. Et là, nous insistons sur les structures de qualité. Tous les enseignants sont rémunérés par le gouvernement. Il y a un conseil consultatif chargé de donner des conseils au ministère, assurer qu'il y ait des
livre de qualité, une évaluation des enseignants. Il existe également un conseil d'enseignement. C'est un conseil chargé de donner des conseils aux enseignants en ce qui concerne leur méthodologie et leur pratique d'enseignement. Il y a aussi une commission chargée de recruter les enseignants, chargés de résilier les contrats des enseignants et ou de faire les transferts des enseignants. Il y a aussi un conseil au niveau de chaque école qui recommande la promotion ou la démission des enseignants. Nous avons également les équipes d'inspection des écoles. Les inspecteurs font l'inspection des écoles publiques et privées. Chaque inspecteur est chargé de surveiller une cinquantaine des écoles au niveau de chaque district. Chaque district, il y a un inspecteur pour chaque district. Nous avons une formation continue visant la formation professionnelle des enseignants. Et ce système a été introduit aussi auprès des écoles pour former les enseignants. Au niveau de votre plan stratégique, vous avez parlé de rapport élèves-enseignants et le mauvais standard. Comment est-ce que les industriels peuvent travailler avec le gouvernement pour réaliser ces objectifs? Je crois que j'ai répondu à moitié peut-être à cette question. Je crois que les industries peuvent aider le ministère tout en participant à la formulation des questions, des examens au niveau du lycée, et même aussi en ce qui concerne la révision des programmes scolaires. Normalement, pour le faire, nous invitons les acteurs différents pour nous donner leurs commentaires en ce qui concerne les programmes scolaires. Nous essayons de mettre l'accent sur les connaissances, les attitudes et les valeurs. Tous ces aspects doivent être pris en compte dans les programmes scolaires. Le nouveau programme scolaire met l'accent sur la créativité, alors que l'ancien mettait l'accent sur les matières et le contenu. Et nous avons introduit de nouveaux domaines d'apprentissage à partir de première année jusqu'à sixième année du primaire. Nous parlons maintenant des compétences numériques, linguistiques, personnelles, religieuses. Le quatrième domaine d'intérêt est et le cinquième porte sur le domaine scientifique. Au niveau du ministère, nous dialoguons avec d'autres experts à l'extérieur du monde pédagogique. Et cela nous permet de faire en sorte que les enseignants peuvent mieux enseigner dans les salles de classe. Nous avons des stages de formation des formateurs. Et après cela, nous allons avoir une phase de pilotage.
et les matières seront très intégrées. Nous allons avoir les mathématiques, les compétences à vie, l'entrepreneuriat. Et quand cet élève arrive au niveau secondaire, cet élève peut avoir 3 points d'entrée. Il y avait un groupe sur les humanités, une autre tranche sur la formation professionnelle et technique jusqu'au niveau de lycée. Il y avait aussi une troisième option. On peut avoir l'enseignement général pour avoir un certificat de collège et ensuite un certificat à la fin du lycée. Et si par exemple un élève n'est pas satisfait de l'enseignement professionnel, cet élève peut changer pour suivre la tranche de l'enseignement général. Nous essayons de changer les attitudes parce que la population pense que la formation professionnelle est destinée aux personnes qui ont échoué en ce qui concerne l'enseignement général au niveau du collège ou au niveau du lycée. Nous avons aussi une évaluation de l'apprentissage. Nous servons de cela pour faire en sorte que les élèves puissent être évalués par les enseignants de manière plus personnelle. Que peut faire un élève que ne peut pas faire un élève. Et de cette manière, nous ne pouvons pas avoir des cas où on dit qu'un élève a échoué, parce que les élèves vont être évalués en fonction de leur capacité. Nous envisageons renforcer les programmes scolaires dans le domaine des sciences et les mathématiques. Et nous voulons aussi collaborer avec les industries sur cet angle. Enfin, nous avons le spécialiste. Ma première question, la politique de faire les investissements dans les salles de classe numériques. Comment est-ce que vous transformez les programmes de formation des enseignants pour mettre l'accent sur les compétences des enseignants et l'utilisation efficace des TIC par les enseignants? Permettez-moi de remercier également Madame le ministre de l'Éducation de l'Ouganda et merci pour l'accueil chaleureux que vous nous avez accordé et merci pour ce bon séjour ici. Je tiens à remercier Innovation Afrique pour avoir bien organisé cet événement. Eh bien, pour répondre à votre question, permettez-moi de souligner que notre département tient aux investissements faits au niveau des professeurs. Si vous faites des investissements dans la formation des enseignants et vous avez les enseignants bien qualifiés et compétents, cela va affecter positivement les élèves et la qualité de l'enseignement. Cet investissement se fait pour développer les compétences des enseignants et cela comprend l'intégration des TIC
et dans les salles, salles de classe. Pour développer les enseignants, on se sert des institutions différentes et ces institutions offrent une formation. Les ressources utilisées au niveau de ces institutions sont les mêmes ressources utilisées dans les salles de classe. Et cela fait en sorte que l'enseignante a de la confiance et peut se servir des mêmes outils dans les salles de classe. La formation assurée par notre département de l'éducation se fait dans un modèle qui est... Cette formation a été faite par SMART. Ces formateurs ont été accrédités et ce groupe formé était censé former d'autres groupes. Ces conseillers qui ont été formés étaient censés de former les formateurs. La formation portait sur les TIC, le développement des enseignants et l'apprentissage en ligne. Voilà les groupes qui ont été formés. Après avoir formé ces groupes, on a formé les enseignants. J'aimerais parler de la formation qui a été effectuée. Avant cette formation, il était nécessaire d'établir le niveau des enseignants en matière de TIC. Et de cette manière, nous serions à mesure de former les enseignants en fonction de leurs besoins et de mieux comprendre leurs capacités et répondre à leurs capacités pour que ces enseignants formés doivent être efficaces. La formation était axée sur ce groupe. La formation abordait les TIC, la pédagogie et puis comment réaliser les résultats escomptés après le processus d'enseignement. En ce qui concerne la formation elle-même, on essayait d'introduire de manière progressive le problème et les stagiaires avaient la possibilité d'identifier les problèmes et y apporter les solutions. On a mis l'accent sur les outils technologiques vis-à-vis la pédagogie. Et pour appuyer les éducateurs, le département national a mis en place
une structure qui représente l'apprentissage en ligne, le développement des enseignants et puis la technologie de l'information. Au niveau des provinces, il faut que les mêmes structures existent et l'équipe au niveau de province pouvait intervenir. Au niveau des écoles, on a mis en place les comités chargés des TIC et on a appuyé d'autres structures au niveau de district. Cette formation était faite de la base vers le sommet pour que les défis constatés à la base soient pris en compte par les autorités au sommet. Et on insiste également sur le suivi continu et l'appui continu. Nous savons ce qui se passe dans les salles de classe. Nous savons là où il est nécessaire d'aider les élèves. Et donc à tous les niveaux, au niveau de l'école, au niveau du district, au niveau de province, les éducateurs sont en mesure de s'épauler. Les éducateurs avaient aussi la possibilité d'avoir accès aux plateformes. Plateforme avec le contenu de Vodacom, de Pearson, pour ajouter au contenu téléchargé. Donc, je vous remercie pour cette question. Enfin, on fait beaucoup d'accent sur l'amélioration de l'enseignement des sciences, des mathématiques. Quelles sont les mesures mises en place pour assurer le suivi rigoureux? Qu'est-ce que vous faites pour assurer un soutien des enseignants des matières liées aux mathématiques? Nous avons une stratégie qui a été mise en place. Il y a des institutions comme Saibono qui abordent les sciences, qui met l'accent sur les sciences, les mathématiques et la génie. Ces stratégies ont été élaborées pour faire face à ces défis. Le département de l'éducation a mené des évaluations destinées aux éducateurs, des évaluations de leurs connaissances. Le département a épaulé les écoles tout en fournissant des ressources nécessaires. Et il y a certains programmes qui se structurent de telle manière à répondre aux défis. Et les conseillers et les enseignants, les coordonnateurs de l'apprentissage en ligne sont donc capables à faire face aux défis et trouver les solutions. Un autre élément de notre travail est de recruter les apprenants qui ont déjà fait les sciences et les mathématiques. Nous les encourageons à enseigner ces matières et après avoir complété leurs études, ils peuvent
aussi rejoindre notre département pour renforcer l'équipe travaillant dans ce domaine. Mais nous avons un défi. Une fois que ces meilleurs élèves complètent leurs études, ils sont immédiatement embauchés par les industries et nous ne pouvons pas nous baser sur leurs capacités pour améliorer le domaine. Nous avons aussi des formations de recyclage pour aider nos formateurs. Merci. Je voudrais remercier tous les membres du panel. Merci de toutes vos réponses à ces questions. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps. Au niveau de Tickets International, nous travaillons avec les ministères de l'Éducation et les décideurs politiques pour mettre en place les solutions de formation. Nous organisons des ateliers destinés aux enseignants de l'école secondaire. Nous avons des cours, nous formons ces enseignants jusqu'au niveau supérieur. Nous disposons d'une plateforme en ligne qui soutient l'apprentissage en ligne et nous encourageons les meilleures pratiques, les pratiques exemplaires. Nous soutenons d'autres partenaires pour inclure la technologie dans leurs interventions et nous créons les raisons avec les partenaires pour la prestation des services. Je voudrais vous montrer une vidéo portant sur les pratiques exemplaires que nous avons mises en place en Afrique. You're going to wait for Alan to finish his part and you recite after Alan, okay? Let's go, Alan. For me, chemistry is cooking. So if I look at this, it feels like I'm in my kitchen. Abby? Yeah? So I have lime, I have cabbages. Okay. Acids and alkaline. If I look at the lime, is it going to be an acid or is it going to be an alkaline? Acid. Okay, how do I know it's an acid? Litmus paper. Okay, so I'll use litmus paper. What other characteristics do we know about acids? We've all tasted lime before, haven't we? Yes. And when you put lime in your mouth, what happens to your face? Squeeze. Why? No, it's not. It's very good. So acids are sour in taste. واحدة هنا سيكون قد قطع 9 أمتار و67 سنتيمتر. الآن سنحاول معرفة المسافة التي قطع الجمل لطحن 100 كيلوغرام. إذا يمكن كل مجموعة وتقرروا الأجوبة ديالكم باش تبقى إذا بمشاركة المجموعة كلها. إذا قطع الجمل مسافة 48.35 إذا 48 متر و35 سنتيمتر.